Bienvenue dans ce cours de langage C, 13e partie. Dans ce cours, nous allons continuer sur la notion de pointeur et nous allons voir l'intérêt des pointeurs dans les fonctions. Alors, nous avons vu deux types de tableaux, les tableaux statiques et tableaux dynamiques. Nous allons voir comment les utiliser dans une fonction. Nous ferons aussi la même chose avec les chaînes de caractères. Puis nous finirons avec le projet son et créerons des fonctions, qui sont des fonctions associées notamment au tableau de données. Alors commençons par un exemple simple qui calcule le produit de deux variables de type char, codées sur un octet, et qui renvoie le résultat du produit de ces deux variables. Le résultat est un short, donc c'est une variable codée sur 16 bits. Alors supposons maintenant que cette fonction produit, on veuille aussi ajouter une variable erreur, qui permet de nous dire si le résultat qui est renvoyé dépasse la capacité du type char, c'est-à-dire inférieur à moins 128 ou supérieur à 127. Et dans ce cas-là, on veut que l'erreur passe à 1. Alors il faudrait, ça pourrait être le cas d'ailleurs en Python, on pourrait le faire, il faudrait faire un return de deux variables. Cette solution n'est pas possible en C. Le mot-clé return ne peut renvoyer qu'une variable. Alors, quelle est la solution à ce problème? Alors, la solution à ce problème, c'est d'ajouter un type pointeur, qui va permettre d'ajouter un paramètre qui est utilisable en lecture-écriture, à la différence avec char N1, char N2 qui sont des paramètres en lecture seule. Et la fonction produit renverra le code d'erreur, donc soit 0, soit 1. Voilà, donc j'ai copié le code dans Python Tutor, on va le tester. Donc on peut voir les deux variables erreur et res qui sont les variables du main. On appelle produit, donc produit crée trois variables, une variable pointeur et deux variables de type char, ainsi que la variable erreur qui est définie dans produit. Les paramètres sont recopiés, moins 100 est recopié dans N1, 5 est recopié dans N2, ces valeurs sont affichées en hexadécimal. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que res de produit a copié l'adresse de res de la fonction main. Et donc étoile res égale N1 fois N2 va mettre à jour la case res de main. C'est égal à moins 500. L'erreur est initialisée, le test est fait sur la variable res du main, l'erreur est mise à jour, elle est renvoyée. On peut voir que toutes les variables de produit, les variables locales de produit ont disparu, notamment le pointeur res. Par contre, la variable res du main, comme on a passé l'adresse, a été modifiée. Le principal avantage des pointeurs, c'est qu'au lieu de copier la valeur, on vient copier l'adresse, et donc on est capable de modifier la variable dans la fonction principale. Alors un deuxième exemple assez classique permettant de comprendre l'utilisation des pointeurs. On désire échanger deux valeurs, N1 et N2. La première solution, c'est d'utiliser deux paramètres, mais ces deux paramètres, on l'a compris, c'est des paramètres qui sont seulement en lecture. Donc si on modifie ces paramètres dans échange valeur problème, à la sortie, donc dans le main, les valeurs N1 et N2 n'auront pas été modifiées, donc N1 sera égal à 1 et N2 sera égal à 2, donc la fonction échange valeur PB n'aura rien modifié, donc aucun intérêt. La solution à ce problème, vous l'avez compris, ce sont les pointeurs. On va cette fois-ci créer non pas deux variables de type int, mais deux pointeurs de type int. Ce qui veut dire que dans le main, on va passer non pas les valeurs, mais les adresses des variables, et N1 et N2. Et donc N1 et N2 étant des pointeurs vers les variables N1 et N2 du main, les variables du main vont être modifiées en utilisant le étoile N1, qui veut dire non pas la variable N1, mais variable pointée par le pointeur N1, et donc la fonction échange valeur va bien modifier N1 N2, on aura N1 égale 2 et N2 égale 1. On va créer un premier tableau et on va appeler la fonction modif tableau pour voir si il est possible de modifier le tableau. Alors étant donné qu'un tableau on sait que c'est un pointeur, a priori je dirais plutôt oui. Vérifions. Alors on voit la création du tableau, donc on a les éléments qui ont été initialisés, appel de la fonction, on voit que tab recopie l'adresse, donc pointe vers le tableau, ce qui veut dire que ma fonction est en train de modifier le tableau dans le main. Les paramètres de la fonction ont disparu et on voit que le tableau a bien été modifié. J'ai oublié ici de mettre un void, donc je vais créer une deuxième fonction qui elle va utiliser le formalisme pointeur. Je vais modifier les trois premières valeurs. Donc, on revient sur la fonction modif_tab, on appelle la deuxième fonction, et finalement on voit que modif_tab2 a le même fonctionnement que modif_tab1. Je peux aussi utiliser ici le formalisme pointeur. Je vais aller jusqu'au bout du programme. On retrouve le même résultat que précédemment, donc ça on le savait. Je reviens, on va faire la chose suivante maintenant. Remplacer l'indice i par étoile tab++, donc cette fois-ci j'appelle modif tab2, là c'était l'indice qui évoluait, maintenant c'est l'adresse qui va évoluer, et donc on voit que tab parcourt le tableau,
comme taille est égale à 3, ben, il parcourt les 3 premiers éléments et il sort. On arrive au même résultat que précédemment aussi. Alors évidemment, on peut aussi afficher des tableaux. Alors on peut, quel que soit le formalisme, la fonction affiche table. Alors l'intérêt de la fonction affiche table, on peut afficher soit les 5 éléments, afficher ici les 5 éléments, mais on pourrait afficher par exemple les 3 premiers éléments. C'est configurable. Donc on retrouve les 5 premiers éléments, puis les 3 premiers éléments. Alors on aurait pu effectivement ajouter le retour chariot. Alors, une petite subtilité, on peut connaître la taille du tableau, à condition que ce tableau soit statique, en faisant un size-of de tab, en divisant par un int. Et dans ce cas-là, on pourrait ici mettre directement taille. On voit que taille est bien égale à 5. Et on retrouve le fonctionnement de notre programme. Alors passons maintenant aux chaînes de caractères dans les fonctions. La différence avec un tableau entier ou un tableau de double, les chaînes de caractères ont un 0 terminal, donc on n'est pas obligé de donner la taille dans les paramètres. Donc avec string copy, on va copier une chaîne de caractères vers une autre, de source vers destination, caractère par caractère, jusqu'à arriver au 0 terminal. On peut faire ça avec un do while, on peut faire ça avec une boucle for, on retrouve le même principe. Ça c'est pour le formalisme tableau. Et si on utilise le formalisme pointeur, on pourra aussi utiliser les pointeurs, cette fois-ci en déplaçant chacun des pointeurs jusqu'au 0 terminal. Alors revenons au fichier son avec la gestion des tableaux dynamiques et voyons comment mettre ça sous forme de fonction. 3 fonctionnalités. La première, c'est qu'il va falloir lire la taille du tableau. Je rappelle que c'est au 40e octet du header. Il va falloir lire les données, mais si l'on veut aussi écrire dans le fichier, il va falloir lire le header et les données, vraiment le fichier dans son entier. Et pour l'écriture dans le fichier, il faudra évidemment les données, le header et la taille des données que l'on veut écrire. Voyons dans Visual Studio comment j'ai mis en œuvre ces 3 fonctions dans un nouveau fichier qui est déjà présent dans le projet. Alors le fichier se trouve dans le projet, donc on va exclure le programme son.c et on va ajouter l'élément existant, donc son fonction. Directement à la fonction main. Pour l'instant, enlever ces fonctions. Ce sont des fonctions annexes. On va retrouver nos 3 fonctions. La récupération de la taille, la création du tableau dynamique, la lecture du header et le remplissage du tableau, et l'écriture dans le fichier. Alors ça peut être sinus.wave, ça peut être un autre fichier, c'est l'intérêt, puisqu'on vient de récupérer le header et les datas, donc ces 2 fonctionnalités peuvent amener plus de souplesse par rapport au programme précédent, puisque le programme précédent n'utilisait que sinus.wave. Alors je vous laisse regarder un peu le programme et les fonctionnalités associées. On peut voir que read sizewave vient ouvrir le fichier, se placer à la position 40, lire la taille et la renvoyer. Readwave vient lire le fichier, alors évidemment ça rajoute partie-là pour chacune des 3 fonctionnalités, puisque c'est le fichier qui est à la base de ces fonctions. La fonction readwave vient ouvrir le fichier en lecture, se positionner à l'emplacement 44 du fichier et remplir le tableau. Et l'écriture du fichier vient ouvrir le fichier en écriture, écrire le header et écrire les données. Donc en conclusion, on peut voir l'avantage des fonctions, déjà simplifier la lecture du code et donc sa maintenance par une simplification de la fonction main, et rajouter aussi des fonctionnalités, puisque là finalement, on peut voir qu'on a la possibilité de lire un fichier et d'écrire dans un autre fichier, ce qui n'était pas possible précédemment. Si on revient sur les fonctions change data wave, display data, on peut voir aussi qu'on a des fonctionnalités qui permettent ici de créer une gamme de musique. On peut le tester. Voilà, on va ajouter un élément dans ressources. Le fichier sinusback a été créé, c'est le cas. Ce fichier sinusback, on peut l'ouvrir avec l'éditeur binaire. On voit que c'est pas du tout le même fichier, on ne retrouve plus les 7F ici. On peut aussi le lancer. Et on va pouvoir aussi, dans le dossier, pourquoi pas l'ouvrir avec Audacity. Voilà, donc on voit que la gamme, la fréquence augmente avec les gammes jusqu'à arriver à la fin.